Bien, mesdames et messieurs, ça commence mal, mais ça va probablement mieux se poursuivre. Nous allons poursuivre avec la table ronde rencontre avec des jeunes entrepreneurs. On va réussir le miracle de remonter le temps, puisque cette table ronde commence au moment où elle devrait déjà être achevée, mais on va faire au mieux ensemble, puisque toute minute de débordement sera prise sur le déjeuner. Vous comprendrez que personne n'est prêt à sacrifier cela. Je vais appeler les intervenants de la table ronde qui vont prendre place de façon aléatoire ici, puisque c'est ni une table ronde, pour vous proposer ces rencontres et ces témoignages, asseyez-vous, autour d'une interrogation pour les entrepreneurs. Et vous allez voir qu'ils sont le plus fréquemment dans des secteurs du numérique ou de l'information. L'interrogation que nous allons avoir lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on part, pour certains d'entre eux, assez récemment créer une entreprise, c'est de se demander si cet espace francophone est pertinent. On sait qu'il y a un engouement fort pour la Chine, par exemple, ou pour des pays émergents. Est-ce que cet espace économique francophone est pertinent pour eux et est-ce qu'il est une base de départ pour aller plus loin ailleurs dans le monde? Je vous présenterai au fur et à mesure, pour ne pas trop déborder les intervenants. Je vais peut-être donner la parole tout d'abord à Nicolas Buzard, qui est franco-britannique, entrepreneur en série, comme il dit, c'est-à-dire qu'il crée des entreprises, et lorsque ces entreprises ont trouvé leur rythme, eh bien, parfois il les cède, il les vend. Vous êtes basé à Dakar, ça fait beaucoup de questions. La première que je voudrais vous poser, c'est de vous interroger sur le fait de savoir si, lorsqu'on a les deux cultures, les deux nationalités, donc britannique et français, il y a une différence sur le monde économique, en quelque sorte, sur l'environnement de ces deux entités. Bonjour, alors je suis content d'avoir l'opportunité de m'exprimer là-dessus. Il y a tellement à dire. Alors voilà, comme l'a dit monsieur, moi je suis vraiment entre les deux cultures. Ma première entreprise, je l'ai créée assez jeune, à 25 ans, en Angleterre. En Angleterre, quand on crée une entreprise, à l'époque en tout cas, pendant 24 mois, on ne paye pas de taxes, rien du tout. Alors quand on crée une entreprise en France, dès le départ, on doit payer des taxes, l'URSSAF et compagnie. Ça, c'est déjà une grosse différence. Après, il y a aussi des différences, je pense, au niveau des mentalités. J'ai été invité par Monsieur Bongo et le groupe Athias, je crois que c'était en 2014 ou en 2013, pour réfléchir sur l'emploi et l'entrepreneuriat au Gabon. Et j'ai été assez marqué par une certaine forme de dépendance de l'État. C'est-à-dire que les jeunes, ils disent « oui, mais l'État, il ne me donne pas accès à ci, l'État ne me donne pas ça ». Et moi, je suis assez sanguin, je suis devenu fou. Je leur ai dit « mais pourquoi vous attendez que l'État vous donne des choses? Faites !» Et ça, je crois que c'est une grosse différence qu'il y a avec les pays anglo-saxons. Et je dirais que la dernière grosse différence que je vois entre les pays anglo-saxons en Afrique et les pays francophones, c'est le financement. Monsieur, tout à l'heure, disait que 95% des entreprises sont des TPE. Je ne sais pas si c'est le cas dans absolument tous les pays d'Afrique, mais on sait que la majorité sont des petites entreprises. Où sont les financements? Où sont les business angels? Où sont les entreprises de capital risque? Voilà, la plupart des Occidentaux qui viennent investir en Afrique, ou même des entreprises africaines qui investissent en Afrique, elles investissent dans des grosses entreprises qui sont déjà établies. Pourquoi êtes-vous basé à Dakar? Alors moi je suis basé à Dakar, c'est un peu un concours de circonstances, mais j'en suis très heureux. Il faut être franc, le coût de la vie dans l'Afrique francophone est beaucoup moins élevé. Par exemple, si vous voulez créer une entreprise au Ghana, si vous voulez louer un bureau, si vous n'avez pas des copains dans l'immobilier, il faut donner 12 mois de caution. En Angola, c'est lusophone, mais il faut donner 24 mois de caution. Donc il y a un problème économique, ça coûte moins cher. Et l'autre avantage, c'est que le Sénégal, est déjà très bien situé et c'est un pays très dynamique. Voilà, donc il y a vraiment pas mal d'avantages. Il y a des inconvénients, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Et c'est une base pour aller plus largement ailleurs dans le monde non francophone? Oui, je pense que c'est aussi c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est que quand on est dans un pays africain, on a la possibilité assez facilement d'aller dans d'autres pays. Maintenant, c'est pas toujours facile. Et effectivement, moi, j'encourage les hommes politiques, les entreprises à ouvrir de plus en plus ces espaces entre les pays. Parce que quand on est au Sénégal, on doit être capable d'aller absolument dans n'importe quel pays africain.
Alors, cette table ronde ne nous permettra peut-être pas d'engager, comme nous le souhaitions, un dialogue avec vous. Naturellement, vous pourrez rencontrer les intervenants un peu plus tard et leur poser toutes les questions que vous voudrez. Autre regard que je voudrais vous proposer, avec Isabelle Genès, directeur exécutif Lecamp au Canada, Lecamp accélérateur en quelque sorte de start-up. Témoignage également important puisque vous êtes dans un environnement, rappelons-le, et c'est Richard Attias qui le disait tout à l'heure, c'est pas simplement la question qui nous réunit aujourd'hui, le dialogue entre l'Europe et l'Afrique, vu du Québec ou du Canada, c'est l'interrogation de savoir comment, un îlot ou un ensemble de 7 millions de locuteurs peut vivre dans un océan de quelques 300 millions, en comptant les États-Unis. Donc, quelle pertinence de l'environnement économique francophone pour les startups avec lesquelles vous travaillez? En fait, Approchez un peu le micro, madame, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on est une toute petite enclave francophone au sein d'un océan hispanophone et anglophone. Mais la francophonie en Amérique, c'est aussi des gens qui sont francophones et francophiles. Au Brésil, c'est aussi beaucoup de gens en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Il ne faut pas minimiser ça. Donc, c'est un marché qui est immense. Et le Québec est souvent considéré comme une porte d'accès pour toute la francophonie, pour avoir accès à ce marché. Le camp incubateur et accélérateur d'entreprises technologiques a basé son modèle sur l'aide aux startups, aux jeunes pousses, pour les aider à développer ces marchés-là. Et je reviens un petit peu sur... ça a beaucoup résonné dans mon esprit, ce que j'ai entendu du panel des grands entrepreneurs précédemment, quand M. le président du groupe Accor parlait de fierté. L'entrepreneuriat, ce sont des valeurs à partager, des valeurs à protéger, des valeurs qu'il faut mettre de l'avant. Ce sont des valeurs comme la fierté, comme le monsieur l'a dit très précisément, mais aussi des valeurs comme l'ambition, des valeurs comme la créativité, puis des valeurs comme la résilience. C'est le message, nous, qu'on passe beaucoup auprès de nos startups. Et la francophonie au complet est entrepreneuriale parce qu'elle partage cette valeur-là. Donc, nous partageons ces valeurs-là, nous partageons la langue aussi, mais nous ne partageons pas nécessairement toute la même culture. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'en développement d'affaires et en entrepreneuriat, c'est basé vraiment sur cet échange au niveau de la culture du développement d'affaires. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Ce qui fait que nous, la grande différence qu'on peut apporter au niveau... On est souvent perçus comme des anglo-saxons qui parlons en français en Amérique du Nord par le reste de la communauté autour de nous. Et on en est bien fiers parce que pour nous, c'est un double compliment. Donc, on a la notion de la francophonie, mais on a aussi la facilité de développer ces affaires-là avec ce grand marché-là. Ça reste qu'il y a différents enjeux qui nous touchent. C'est-à-dire qu'il faut protéger notre langue, mais il faut aussi protéger, et on croit précisément que c'est pas en imposant des contrôles législatifs ou des façons d'aider qui seraient poussées par simplement le milieu politique, mais bien en développant les affaires et en développant les ventes des entreprises qu'on va arriver à nos fins. C'est-à-dire que j'entendais Mme Jean qui parlait de déployer beaucoup d'incubateurs, accélérateurs en Afrique. C'est formidable. Elle est d'ailleurs passée nous visiter au camp en juin dernier. On a eu l'occasion de pouvoir lui montrer notre approche qui est très hybride. Et on était très fiers ensuite de voir que notre petit apport dans cette réflexion-là avait pu être pris en compte. Par contre, je pense que le danger, là, c'est et je suis convaincue que les gens vont le mettre en application de la bonne façon, mais il reste qu'il faut quand même lever le petit drapeau rouge, où est-ce que quand on crée des incubateurs, des accélérateurs, il ne faut pas que ce soit simplement par des gens du politique ou des gouvernements ou des fonctionnaires qui vont être à la tête de ça et qui vont aider qui vont faire le mentorat et qui vont faire l'accompagnement. Alors, je me réfère à la question qui a été posée dans le fond de la salle tout à l'heure par rapport à l'investissement, Alors, on demande beaucoup, où sont les investisseurs? Où sont les... Montez votre compagnie, vendez, donnez votre proposition de valeur, faites ce qu'il faut pour devenir ce qu'on appelle la traction vraiment sur le marché. Les investisseurs suivront. De la même façon, dans les incubateurs, les accélérateurs, partout dans ce moyen qui va être déployé, qui est formidable, qui est selon moi un levier essentiel pour le développement de la francophonie, mais de l'entrepreneuriat, il faut aussi s'assurer que ce soit de vrais entrepreneurs qui donnent l'accompagnement et que le réseautage et que l'aide viennent de gens qui l'ont fait et qui réinvestissent.
Merci pour ce témoignage. Et ça marche, vous travaillez d'un mot avec combien de startups? Ça représente quel tissu économique? Nous, dans la ville de Québec où le camp est installé, on a en moins de 8 mois, parce qu'on vient tout juste d'ouvrir nos locaux, on a accompagné plus d'une trentaine d'entreprises technologiques, donc ces entreprises essentiellement du numérique. Mais on a touché par toutes nos activités d'ancrage de la communauté technologique de Québec et d'animation de notre écosystème. Plus de 300 entreprises, certainement, et entrepreneurs dans une petite communauté, somme toute, mais qui est liée immédiatement au reste des grands centres comme Toronto, Vancouver, mais bien sûr aussi nos corridors d'affaires qui sont structurés avec New York, la Silicon Valley, et à venir très prochainement, des programmes qui seront annoncés avec la France. Merci. À vos côtés, on pourrait présenter une autre structure accélératrice, elle aussi, de start-up avec Numa, Marie-Vorgane Lebarzik, Numa, numérique et humain. Et, oui, absolument. Voilà. Alors, même témoignage par rapport à cette entité de la francophonie. Quel est le regard que vous portez depuis Paris sur cet environnement économique francophone? Je vais vous parler d'expérience. Ouais. On est là pour ça. Numa, on existe depuis plus de 10 ans maintenant sur notre territoire, et puis on a désormais un modèle qui est bien positionné et bien avéré, et qu'on a pris la décision d'emmener sur d'autres pays, et de l'emmener en choisissant, pour rebondir sur ce que vous disiez, en choisissant des entrepreneurs sur place, des gens qui maîtrisent le réseau, qui maîtrisent la culture spécifique. Et notre expérience, puisqu'on a déjà ouvert avec des acteurs locaux un Numa en Russie, un autre à Magalore, et là on annonce aujourd'hui l'ouverture... Grande nouvelle aujourd'hui. Exactement, oui. de Casablanca, du Maroc. Ou aujourd'hui même, l'ouverture c'est toujours du même. Oui, absolument. L'annonce est aujourd'hui avec Light qui doit être par là d'ailleurs. Et donc on a choisi un entrepreneur. Et ce qu'on a pu constater de cette expérience qui est récente, puisque ça fait désormais quelques mois qu'on commence à exporter ce modèle de Numa, c'est la proximité culturelle, la facilité très grande qu'on a pu avoir à travailler avec Light pour ce qu'il est, mais également pour cette proximité de la langue, cette proximité culturelle. Alors c'est très compliqué dans l'époque dans laquelle on vit de se faire une conviction sur les choses, parce que ce dont on peut tous, j'imagine, témoigner, c'est le mouvement permanent dans lequel on est et la nécessité de se renouveler. Et puis pour rebondir, ce qui m'amène à, j'ai envie de dire, pour rebondir sur ce qu'ont pu dire les grands patrons tout à l'heure, ou ce que vous disiez, c'est que finalement, la francophonie, elle est, si on veut que ça ait de la valeur, c'est entre nos mains. On a aujourd'hui la conscience de ce que ça peut apporter. On a aujourd'hui la conscience que c'est un levier culturel de proximité et de développement possible. Mais je pense que c'est surtout et essentiellement ce que nous allons tous en faire. Et donc nous avons le devoir d'entreprendre cette francophonie pour la faire devenir et pour lui donner un atout économique extrêmement fort. Là aussi, ordre de grandeur, combien de start-up, combien d'emplois éventuellement ça représente? C'est un objet très, on va dire, mouvant, parce que on a donc plusieurs activités, celle de l'accélération, celle de tout ce travail qu'on fait avec les grandes entreprises sur les gros programmes de transformation digitale, et puis notre activité qui est vraiment du flux très événementiel. Donc tout ça cumulé par an, c'est 80 000 personnes, individus, qui sont dans des dynamiques de création d'entreprise, qui passent à Numa, et puis c'est 1500 événements. Alors un événement, c'est quoi? Ça va d'un workshop jusqu'à un gros événement de 300 à 400 personnes. Et en propre, nous, on a accéléré un petit peu plus d'une centaine de start-up depuis le début de cette activité d'accélération. Un mot encore, donc vous venez d'annoncer aujourd'hui l'ouverture de Numa donc au Maroc, à Casablanca, tout en sachant que vous êtes présent dans des pays qui ne sont pas du tout francophones. Exactement. Et ce dont je voulais témoigner spécifiquement, c'est la facilité avec laquelle on va dire, développé ce partenariat. Qu'est-ce qu'on fait quand on décide d'ouvrir un pays et de travailler en partenariat? On va analyser le territoire économique. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, si on parle de l'Afrique, c'est que, je vais probablement fâcher des gens, mais sur nos sujets en tout cas, l'Afrique anglophone est aujourd'hui plus économiquement, on va dire, dynamique que l'Afrique
francophones. Et donc ça, c'est notre responsabilité de faire en sorte que ça évolue. Donc nous, on a fait le choix aujourd'hui, effectivement, parce que c'est une porte ouverte sur l'Afrique francophone, de commencer à travailler avec le Maroc, mais on l'a fait avec une très grande, on va dire, facilité dans les échanges, probablement également parce qu'il y a un lien culturel qui est lié à la facilité de la langue, de l'environnement, et puis d'un certain nombre de valeurs partagées. Merci. Et là encore, si vous voulez ensuite procéder à des échanges, les panélistes sont à votre disposition. Ils se passeront même de déjeuner pour être à vos côtés. On parlait du Québec il y a un instant. Je voudrais donner la parole à Pascal Bonnetin, secrétaire général de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Alors on se dit, tiens, voici une structure culturelle pour les jeunes. En gros, c'était quoi? C'est échanger, faciliter des billets d'avion, des échanges. Si vous êtes ici, c'est que précisément, ça va bien au-delà et qu'il y a aussi cette préoccupation économique, d'insertion, d'échange, et pas seulement entre le Québec et la France, naturellement. Oui, c'est les opportunités professionnelles de 1968 où il y a eu le Vive le Québec qui a été lancé. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu cette relation forte entre la France et le Québec. Et c'est vrai qu'à un moment, les gouvernements se sont dit à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos jeunes aillent d'un côté à l'autre. Donc aujourd'hui, cet organisme qui est bigouvernemental, donc, qui est coprésidé par les deux ministres des Relations internationales du Québec et par le ministre de la Jeunesse en France, c'est vrai qu'à un moment, l'objectif, c'est bien sûr de s'occuper des jeunes de 18 à 35 ans pour des opportunités professionnelles qui soient Bac+5 ou Bac-5. Alors c'est vrai que la mobilité, c'est bien sûr un levier important pour les jeunes. C'est une formation à l'innovation, à la créativité. Patrick Canet, lui, dit qu'à un moment, il faut même lancer le droit universel à la mobilité. C'est-à-dire que c'est aussi important, sachant que dans ce moment où le boulot est difficile à trouver sur les territoires, les gens ont envie aussi de bouger, sachant qu'à un moment, leur tablette numérique leur rappelle qu'à mon avis, le monde est ouvert. Alors c'est pour ça qu'il est important. Alors 80% des gens qui font de la mobilité ont des Bac+5, donc ce sont des super diplômés, mais c'est vrai qu'il faut que nous aussi... Pardon, ils sont tous francophones ? Alors, nous, aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de francophonie, donc c'est vrai qu'à un moment, mais 80% sont diplômés. Il faut qu'on s'occupe des 20% aussi qui ne sont pas diplômés pour leur donner une chance. Et là, joue le deuxième rôle, le deuxième argument de la langue, l'enjeu de la langue. La langue, aujourd'hui, on s'aperçoit que, bien sûr, pour trouver un boulot, c'est plus facile, mais c'est vrai que aussi, pour créer une entreprise, faire du mélange et parler la même langue, ça facilite l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'on s'en est rendu compte cet été au Forum mondial de la langue française qui se déroulait à Liège, où il y avait beaucoup de gens qui étaient présents. On s'est aperçu qu'il y avait 1000 personnes, 1000 jeunes, et qui parlaient, bien sûr, de tous les projets. Et l'enjeu, bien sûr, c'était la francophonie. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, l'intérêt, c'est l'Amérique du Nord, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup de pays francophones. Et tout cet enjeu, donc en fait, nous, pourquoi on s'intéresse aussi à la francophonie, notre organisme, c'est parce qu'en fait, on a un savoir-faire qui est important depuis 45 ans, 48 ans, avec les jeunes, avec la mobilité, avec les différents programmes, avec les premiers programmes de l'emploi, des programmes d'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'aussi, ces jeunes-là, il faut que dans l'actualité, je reprendrai l'argument du ministre Fabius ce matin, sur l'actualité, les grands sujets d'actualité, il faut qu'ils soient présents. Aujourd'hui, on a 2 sujets d'actualité qui sont importants. C'est le numérique, où les jeunes sont omniprésents. Nous, on envoie en avril prochain 200 jeunes au Web à Québec, qui est la semaine du numérique, parrainée par la ministre Axelle Lemaire. Et donc, on met beaucoup de gens donc, sur ce sujet-là. Et après, il y a la COP21 et la COI 11. Donc c'est la conférence donc, des partis qui se passe à Paris, et c'est vrai que c'est important. On a choisi aujourd'hui, de mobiliser les jeunes autour de problématiques importantes, qui sont l'eau et la sécurité alimentaire, dans une année où il y avait le Forum mondial de l'eau qui s'est passé en début d'année à Séoul. Et donc on a fait travailler 150 jeunes dans le monde entier, pour dire qu'à un moment, c'était important. Alors tout ça pour dire que derrière la mobilité, c'est important. Nous, il nous faut 2 gros réseaux. Un gros réseau des collectivités. Je remercie les élus qui sont présents ici et qui passent aujourd'hui parce que ce sont eux
qui donne des conventions avec la mobilité, et puis aussi un réseau d'entreprises. On a créé, avec Michel Robitaille, il était avant moi le délégué général du Québec. Le délégué général, du Québec à Paris. A créé le cercle des entreprises franco-québécoises. Et c'est important. Et je pense qu'à un moment, pour les jeunes, il faut créer un cercle des entreprises francophones. Et ça, c'est aujourd'hui, ça doit faire un top départ demain matin. Alors, Michel a beaucoup d'expérience, beaucoup d'autres personnes ont des expériences là-dessus, mais c'est vrai qu'à un moment, pour trouver un emploi, pour que le jeune, il faut que la collectivité l'aide, il faut que quelqu'un travaille, et aussi il faut trouver des entreprises. Et que ça soit pour le PDG d'Accor qui cherche des bac-5, ou que ça soit pour des gens du numérique ou de l'entrepreneuriat qui cherchent des bac+8, à un moment, c'est important. Vous savez, on a aussi innové une association qui s'appelle le CAPFQ, où les gens qui font de la politique, il y a 8 Français et 8 Québécois qu'on échange entre les pays sur le sens politique, pour mettre dans les partis politiques des gens qui ont fait Sciences Po, des gens qui ont fait des masters d'histoire et qui sont motivés pour la politique. Donc l'intérêt, c'est de donner du dynamisme, mais aussi créer ces réseaux. Et c'est nous, les personnes grisonnantes, qui avons... Parlez pour vous. Hein. Je pense qu'on encadre bien la table ronde là, qui est féminisée. Je tiens à le regarder, c'est la première qui est féminisée, mais c'est vrai qu'à un moment... Oui, la francophonie est paritaire. Cette table ronde, on s'en réjouit. On l'encadre bien, et c'est vrai qu'à un moment, nous, il faut qu'on aide, on donne les outils à ces jeunes aujourd'hui qui sont bien expérimentés et qui sont aussi novateurs, qui ont aussi leur propre langage, et ça, c'est important. Merci. Vous allez voir qu'elle est paritaire et concise, cette table ronde, puisque je vais donner la parole à peu près dans les temps à Thierry Ndoufou, qui vient de Côte d'Ivoire, entrepreneur dans l'éducatif numérique, présent dans l'Afrique francophone, mais également avec, comme base de départ, pourrait-on dire, c'est une jeune entreprise avec un regard sur l'ensemble du continent. Je vous donne la parole. Je vous remercie. Donc, je suis Thierry Ndoufou. Notre regard par rapport à la francophonie, c'est que nous regardons un peu tout cet espace avec lequel nous avons en commun la langue française comme une grosse opportunité. Pour la petite histoire, quand nous avons commencé notre entreprise qui est spécialisée donc dans les tablettes pour l'éducation que nous avons conçues en Côte d'Ivoire, nous avons commencé sur une plateforme, je dirais, internationale. On a conçu notre produit en Côte d'Ivoire et nous sommes partis le présenter au Congrès mondial du mobile. Et là-bas, il nous fallait parler, je dirais, la langue des affaires, donc l'anglais. Nous avons parlé donc à cette population qui était là et nous avons eu un très bel écho. Mais quand nous sommes revenus en Côte d'Ivoire, les premières personnes qui ont commencé à nous appeler, c'était plutôt les pays francophones, les pays voisins à la Côte d'Ivoire, les pays même un peu éloignés du Maghreb, donc je dirais le Maroc, et puis une association d'écoles françaises de l'étranger qui nous a appelés pour dire, tiens, ce que vous avez conçu répond trait pour trait à nos attentes en matière donc, de l'introduction du numérique à l'école. Donc c'est tout naturellement pour nous que nous avons donc développé un ensemble donc d'applications et de contenus en français pour adresser cette population, ce marché donc francophone. Donc en moins d'1 an et demi donc d'existence, ce que nous avons conçu, donc cette tablette pour l'éducation, a pu se répandre au Sénégal, au Burkina, au Congo, au Cameroun et au Maroc. Donc dans l'Afrique francophone. Dans l'Afrique francophone. Et la question que je vous posais, vous regardez au-delà dans un deuxième temps, vous rodez en quelque sorte votre modèle économique et industriel ou culturel pour aller explorer beaucoup plus large ensuite. Oui, alors aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on se ferme juste à l'espace qui est juste immédiat à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique de l'Ouest. On a déjà commencé une incursion donc, dans l'Afrique francophone centrale. Nous visons également les marchés anglo-saxons, mais tout naturellement, le fait de partager la langue française avec des centaines de millions de personnes, pour nous, constitue une opportunité à saisir. C'est un marché quasi naturel, parce que les contenus que nous proposons sont d'abord en français, et puis le système éducatif d'une bonne partie des pays que nous visons s'appuie sur le système éducatif français. Donc, quand nous proposons nos solutions, naturellement, ceux qui parlent la langue française voient dans ce que nous proposons donc
quelque chose qui vient régler leurs soucis. Donc nous allons aller au-delà donc, de la zone CEDEAO et CEMAC pour viser, pourquoi pas, partout où l'on parle français. Au Canada, il y a un endroit où on parle le français. En France, où nous sommes aujourd'hui également. Donc nous visons tous les espaces où on parle français au-delà de l'Afrique. Merci beaucoup pour ce témoignage. Si vous visez le Canada, on peut vous donner quelques contacts tout près de vous. Il y a un métissage de cette table ronde. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous proposer la parole. On va gérer ensemble un peu cette frustration puisque l'heure a avancé, mais c'est de la faute des politiques, c'est pas du tout de la faute des panélistes. Merci en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. 2 informations. Maintenant, c'est le déjeuner, un peu raccourci mais maintenu néanmoins. Et puis à 14h pile, les tables rondes se poursuivent. Dans cette salle, ce sera autour du thème de l'éducation et au sous-sol, on parlera agriculture. Bon appétit, merci à vous.